Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire qu'on a intitulé le marathon des entretiens annuels, comment s'y préparer et comment exceller. Alors on sait que les entretiens annuels sont souvent un défi à la fois pour la fonction RH et, j'allais dire presque plus, les managers, mais aussi les collaborateurs qui sont parfois plus ou moins réticents à cet exercice. Donc dans ce webinaire ce matin, on va un peu discruter tous les axes d'un entretien annuel. Et donc, j'accueille Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Christophe, merci beaucoup de me recevoir dans ce webinaire. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Sophie Barcellini, je suis responsable produit chez Cegid sur le périmètre du talent management. Et dans le talent management, il y a notamment la gestion des entretiens. Et du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bon, et tu viens d'où, toi, plus précisément, ta carrière tu peux peut-être nous raconter Alors, rapidement, nous briefer un peu sur pourquoi aujourd'hui tu bosses sur ces aspects RH. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? bien sûr, alors j'ai spécialisé la fin de mes études sur les ressources humaines, un petit passage chez Airbus Helicopters sur de la GPEC, et puis je suis rentrée dans le monde du SI-RH avec pas mal d'années dans les équipes Professional Services pour implémenter le logiciel de gestion des talents au sein voilà, de diverses entreprises et organisations de différentes tailles. Et après cette étape dans les équipes d'implémentation, je suis passée du côté du produit, du côté de la conception des fonctionnalités et différents outils qui nous permettent de mener à bien cette gestion des talents au sein des organisations. Top. Alors, première question. Alors, on fera un petit sondage après aux participants. J'attends que tout le monde se connecte. On approche bientôt des 50. On va d'abord se poser la question de ce qu'est l'entretien annuel, à quoi il sert. Donc, on va d'abord aborder une partie définition, structure, support d'entretien. Déjà, peut-être, tu peux nous rappeler la différence entre entretien annuel, professionnel, feedback continu, pour qu'on définisse ces notions. Ouais, bien sûr, et c'est hyper important, d'ailleurs de les différencier puisque, l'entretien annuel, ce n'est pas un processus obligatoire. C'est pas un entretien obligatoire d'un point de vue légal. Pour autant, c'est une pratique qui est très courante, dans les organisations publiques, privées, et qui est encouragée. En revanche, l'entretien professionnel, l'EP, lui, c'est un entretien qui est obligatoire, donc qui est vraiment écrit dans le code du travail, qui doit avoir lieu tous les 2 ans et il y a une importance assez forte à ne pas corréler ces deux processus, l'entretien annuel et professionnel. On aurait tendance à vouloir le faire pour gagner en efficacité et en temps, mais pour autant, c'est vraiment pas quelque chose qui est autorisé puisque au sein d'un entretien professionnel, on n'a pas de place pour parler évaluation ou performance. Donc, on doit bien scinder ces deux événements. L'entretien professionnel qui va parler un petit peu de la rétrospective des 2 dernières années de la carrière du collaborateur, qui va aussi se projeter sur le développement de la carrière, les aspirations à éventuellement des mobilités, etc. Alors que dans un entretien annuel, si je dois le définir, ça va être un moment privilégié de prise de recul sur l'année écoulée et de discussion sur l'avenir. Donc, on fait une petite rétrospective sur ce qui s'est passé cette dernière année. On se penche sur notre feuille de route à définir pour l'année prochaine. Et même si on a tout un tas de rituels pendant l'année avec notre manager pour en échanger, c'est vraiment un moment de prise de recul fort où on sort un petit peu de son quotidien dans lequel on est aspiré souvent et donc voilà, de ce moment collaborateur-manager qui est l'entretien annuel souvent réalisé en mode campagne. Quand on parle de campagne, c'est d'avoir une période qui est définie dans l'année où on concentre l'effort d'entretien et où, bon, après, il y a des pratiques différentes dans les entreprises, mais souvent c'est en campagne et ça se fait en fin d'année ou en début d'année suivante. Alors, c'est souvent un gros enjeu pour les équipes RH qui peut amener plus ou moins de stress, ces campagnes d'entretien annuel. Tout à C'est fait. quoi ton expérience par rapport à ça? Alors, pour avoir accompagné pas mal de clients dans Et leur processus d'entretien, toi, quand tu l'as fait, par exemple?
Alors, en tant que collaborateur, ou manager, on a tous des expériences, soit extrêmement chronophages, longues, à préparer ou alors longues d'un point de vue des attentes qu'on va en avoir. Donc on le sait, il y a beaucoup d'attentes qui sont cristallisées autour de cet événement. Pour les collaborateurs parce que des fois c'est un moment où ils ont repoussé certaines discussions pendant l'année parce qu'ils savent qu'il y a ce moment clé, où on va formaliser les choses et où on va, parler de sujets sérieux, de sujets d'avenir notamment. Donc il y a beaucoup de pression, pour les collaborateurs. Pour les managers, on sait que ça représente, un certain temps en termes de préparation et pour que les échanges aient lieu et qu'on les retranscrive par ailleurs. Donc c'est un moment de pression pour les managers. Mais pourquoi est-ce que c'est un fort moment de pression pour les RH? C'est justement parce qu'on est un peu à la croisée de toutes ces pressions-là. On a le devoir de fournir les bonnes conditions à une bonne préparation, une bonne réalisation et une bonne retranscription de cet entretien, parce qu'en fait, c'est tout simplement le seul processus RH qui a autant d'impact sur autant de monde dans un espace-temps qui est hyper restreint, qui dure souvent 1 ou 2 mois, et qui en plus va être le point de départ pour impacter d'autres processus RH. C'est pas un processus un peu hors du temps comme ça qui va Ouais. qui va donner lieu à rien, c'est qui va ensuite, servir beaucoup d'autres sujets. Donc Bah, heu, donc en tant que RH, on est très regardé. c'est vrai que moi, à l'époque où j'étais RH, donc il y a 15 ans, hein, c'était un sacré défi. Souvent, en plus, les campagnes duraient 2 à 3 mois pour au final avoir 50%, 60% de taux de participation. Et puis derrière, à l'époque, on était encore sur du Excel, du papier, etc. Donc autant dire que l'entretien annuel, il servait à rien, hein. Il n'y avait aucune exploitation des datas derrière. Ouais, et c'est d'ailleurs, ces dernières années, il y a eu pas mal de mouvements pour dire: «Bah, voilà, c'est la fin de l'entretien annuel, on arrête avec cet exercice-là qui n'a plus de sens», et moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que, alors certes, il y a eu des nouveaux, rituels qui ont été mis en place, des échanges beaucoup plus réguliers entre le collaborateur et le manager pour créer, plus d'engagement, que le collaborateur, quand il arrive le matin, il sache quelle est sa mission et quelles sont ses Ouais. priorités. Donc il y a eu quand même beaucoup de progrès sur la relation manager-managé et les différentes instances qu'il y a pendant l'année. Donc, a priori, dans certaines organisations, l'entretien annuel n'est plus le seul moment où il y a des échanges. Mais pour autant, de prendre un vrai temps de recul, où on se pose et où on prend le temps de se féliciter sur tout ce qu'on a fait l'année passée, d'analyser aussi ce qui s'est pas bien passé et de comment on va pouvoir mieux faire l'année suivante, c'est quand même une étape, c'est quand même quelque chose qui est attendu et donc même si la mort des entretiens annuels était annoncée, il y a une dizaine d'années, c'est pas quelque chose qui a eu lieu. Donc si ça n'a pas eu lieu, c'est que ça sert toujours, à quelque chose. On va poser une petite question à nos participants. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'exercice des entretiens annuels? Oui ou non? Et sinon, pourquoi en fait? Si vous pouvez nous le dire dans le chat. C'est assez équilibré pour l'instant. Là, on est vraiment sur du 50-50 Ouais, ouais. quasiment. Ah, la difficulté d'avoir un support adapté en fonction des services. On va y venir justement à cette partie dans le webinar qui est effectivement hyper importante. On nous dit quoi? Pas assez de pratique? Non, car non-utilisation de données papier. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en faire. Première fois également. En recherche de support. La création de la trame. On est pas mal sur le support, en effet, ouais. Ouais. Comment différencier l'entretien annuel et l'entretien professionnel, surtout dans la perception des collaborateurs? Mmh. Ouais, c'est une très bonne question. Tu as un conseil à donner là-dessus?
Alors, je le disais tout à l'heure, pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, l'entretien annuel et l'entretien professionnel ne peuvent pas avoir lieu, au même moment. C'est vraiment, légalement, proscrit. Donc il faut vraiment pouvoir les distinguer. On peut les faire le même jour, mais juste à des créneaux horaires différents et avec des trames qui sont différentes. On doit pouvoir prouver aux yeux de la loi qu'on a réalisé un entretien, professionnel strictement. Donc voilà. Les éléments dont on va échanger dans un entretien professionnel, déjà, on va parler souvent du bilan des 2 années écoulées, alors que l'entretien annuel, comme son nom l'indique, il a une périodicité annuelle. L'entretien professionnel, plutôt tous les 2 ans. Et donc, on va avoir déjà une rétrospective qui est beaucoup plus lointaine. Et surtout, on ne va pas y aborder ni les compétences, ni les objectifs. On ne va pas parler de performance, on va parler de l'ensemble des événements qui ont conduit à faire progresser la carrière d'un collaborateur. La loi reste assez vague puisqu'on parle vraiment d'historique de carrière. On peut y mettre pas mal de choses dans l'historique de carrière, les changements de rémunération, les changements de poste, les diverses mobilités fonctionnelles, géographiques peut-être, et puis toutes les formations qui ont été réalisées dans les 2 années passées. On va aussi se pencher sur les souhaits de développement du collaborateur, donc ses aspirations personnelles, où est-ce qu'il souhaite arriver et dans combien de temps. Et on va essayer de mettre en place un plan de développement, souvent avec de la formation, du mentorat, du coaching, du tutorat, pour lui permettre d'arriver à cette destination. Pour autant, on ne va pas parler de compétences, on ne va pas parler d'objectifs, surtout pas, puisqu'encore une fois, on décorrèle la performance de l'entretien professionnel. J'espère avoir répondu à la question. Et les augmentations de salaire, tu les évoques quand? Alors, les augmentations de salaire, elles peuvent être évoquées alors, tout dépend aussi le calendrier, hein, des différentes organisations. Si vous avez des campagnes, de révision salariale, annuellement, bah, c'est peut-être le bon endroit, l'entretien annuel, pour les évoquer. Surtout lorsqu'on corrèle l'atteinte des objectifs avec la rétribution, que ce soit sur la base de primes, de parts variables ou sur la base d'augmentation, possible. Donc, moi, je conseillerais plutôt d'en parler pendant l'entretien annuel que pendant l'entretien professionnel, qui est plutôt un moment, où on va parler de rétrospective d'évolution de carrière, et surtout que c'est tous les 2 ans. Donc quand même, on aura, enfin, si on a un souhait de parler de rétribution, l'entretien annuel quand même nous évite d'attendre Ouais. 2 ans pour discuter, quoi. Alors, on va en venir justement à ce qu'on a vu, hein, principalement dans le chat, c'est la question du support d'entretien, la trame. Cette trame. Donc, avant de mener des entretiens annuels, effectivement, il y a pas mal d'actions à mener, ça se prépare. On a une trame qui n'est pas souvent unique parce qu'effectivement, comme le disait quelqu'un, on peut avoir des métiers différents, des services, des entités, voire des activités différentes dans l'entreprise. Comment on construit ce support d'entretien, Sophie? Ouais. Alors, je fais une très brève parenthèse puisque c'est vrai qu'on a appelé ce webinaire le marathon des entretiens annuels. Donc pourquoi le marathon? Parce qu'en effet, là, on parle d'un point de vue RH, cet entretien annuel. Alors certes, on y voit en tant que collaborateur et manager strictement l'événement en tant que tel, mais en tant que RH, il y a quand même tout cet effort de préparation qui est très conséquent, surtout si on veut pouvoir satisfaire les différentes parties prenantes internes qu'on va avoir. À la fois, il ne faut pas que ça prenne trop de temps au manager, il faut qu'il y ait assez de champs et de contenu pour que les personnes puissent parler de ce dont ils veulent parler, tout simplement. Et puis aussi, il faut parfois que les partenaires sociaux approuvent ce contenu, etc. Donc, il y a tout un tas de personnes à y inclure. Et donc, ce support d'entretien annuel, il doit satisfaire différents objectifs. Un premier objectif pour moi, c'est que le contenu, la trame, suive un déroulement logique. On ne va pas commencer à parler des objectifs qu'on va fixer pour l'année prochaine, alors même qu'on n'a pas évalué ceux de l'année passée. Donc, je conseille souvent, après avoir un encart qui contient des informations administratives et professionnelles, d'avoir toute une partie sur le bilan de l'année écoulée, dans un premier temps, et puis ensuite seulement l'année à venir. L'objectif, c'est que ce contenu soit exhaustif pour qu'on ait un tableau hyper réaliste de ce qui s'est passé sur l'année écoulée, qu'on ne prenne pas uniquement le prisme de j'ai suivi telle formation, mais l'intégralité des missions, ce qui s'est bien passé, moins bien passé, l'atteinte des objectifs. Tout ça, c'est sur l'année écoulée. Et puis ensuite, donc, on va
on va dresser le tableau souhaité de l'année à venir avec, la fixation des objectifs, les différentes aspirations et voilà. Et les potentiels également, les potentiels besoins de développement. Deuxième point pour moi qui me semble hyper important, c'est que les intitulés, les questions, les titres, tout soit clair. L'objectif, c'est que rien ne soit subjectif et que rien ne soit sujet à interprétation. Il faut que un manager et un collaborateur aient la même compréhension de ce qui est attendu d'eux dans un champ. Donc, il faut être extrêmement clair. Et puis, un autre conseil que j'aurais, c'est de s'assurer qu'on donne la parole aux deux parties qui peuvent être tout à fait d'accord sur pas mal de sujets, mais qui peuvent aussi avoir leur mot à dire sur d'autres. Donc, avoir des espaces dédiés aux managers, des espaces dédiés aux collaborateurs pour qu'on ne se mélange pas les pinceaux et que chacun puisse dire ce qu'il a à dire. Un dernier point qui pour moi est très important dans la manière de construire ce support, c'est de faire un support qui va nous faciliter ensuite l'exploitation des données. Ce que je veux dire par là, c'est que Ouais. c'est pas à la fin de la campagne qu'on va se dire: «Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Au fait, j'ai besoin d'avoir des informations de performance, pour faire ma campagne de révision salariale qui arrive juste après». En fait, toutes ces questions, c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut se les poser avant, au moment où on crée le contenu. Et donc si, par exemple, on demande une expression de besoin de formation, et qu'on veut pouvoir arbitrer ces besoins de formation a posteriori, il faut en connaître, la priorité, les objectifs auxquels chaque besoin de formation va répondre et donc tout ça, il faut anticiper de le demander au sein de la trame du formulaire. Donc voilà, il y a un fort besoin d'anticipation d'après moi. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que j'ai vu, moi, dans la pratique, des erreurs commises par des collaborateurs ou des managers sur le remplissage, notamment de certaines grilles d'évaluation. Des fois, tu as des grilles de 1 à 5, de 1 à 10, et le collaborateur va se noter de 1 à 10 en considérant que 1 est la note la plus forte, et le manager va noter de 1 à 10 en considérant que 10 est la note la plus... Ça peut arriver, tu sais, d'avoir des interprétations Bien sûr, de... bien sûr. Et c'est pour ça que je disais, pour moi, rien ne doit porter à confusion. Et donc, on doit anticiper un maximum les mauvaises compréhensions qui pourraient avoir lieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on met en place une échelle de 0 à 10 pour évaluer quelque chose, il faut pouvoir dire ce que représente 0, ce que représente 10, mais aussi ce que représente 5, 6, 7, 8, Ouais, etc. C'est-à-dire que c'est notamment sur l'évaluation de compétences qu'on va avoir des échelles comme ça, voilà, pour indiquer sur quel niveau est-ce que le collaborateur se trouve. Souvent, il va pouvoir se prononcer lui-même pour dire: «Moi, je pense que je suis à ce niveau-là», et puis son manager va avoir aussi son opinion. Si la définition des niveaux n'est pas explicite et claire, en fait, le débat pourra toujours avoir lieu et l'objectif, c'est pas de créer du débat, c'est de concilier les avis. ouais. Donc voilà, pour moi, il faut accompagner énormément et décrire, l'attendu sur, chacune des notions d'évaluation. Surtout parce que, voilà, les évaluations, c'est toujours quelque chose de sensible. On se sent un petit peu, «jugé» entre guillemets, donc il faut pas, voilà, il faut pas laisser de place au doute. Il y a Elisabeth qui dit, vous venez de dire que l'entretien annuel, on parlait des potentiels besoins d'évolution. Ce sujet entraîne bien sur la notion de compétence, donc, est l'objet de l'entretien professionnel. Ouais, enfin, on ne dit pas non plus que dans l'entretien annuel, on n'a pas le droit de se projeter, et évidemment, on évalue des compétences passées, mais on fixe aussi des objectifs. Donc, Ouais, potentiellement, tout à fait. c'est Alors lié. c'est vrai qu'on peut y retrouver des redondances et c'est pour ça qu'ensuite c'est à chaque organisation de doser les sujets qui sont à aborder strictement dans l'entretien professionnel et ceux à aborder dans l'entretien annuel. Je connais des entreprises qui, dans l'entretien annuel, se penchent principalement sur le bilan de l'année écoulée et sur la fixation des objectifs et qui dédient l'entretien professionnel, à tout ce qui est développement, Ouais. souhait de mobilité et perspectives de formation notamment. Un deuxième petit sondage. Est-ce que votre process d'entretien actuel est bien perçu par les managers dans votre entreprise, selon vous? Parce qu'on va venir évidemment à une partie qui est l'importance de la communication et de la promotion de ces entretiens annuels auprès des managers et
des salariés. Et en attendant, je ne sais pas, Christophe, si on peut revenir sur une question qui était posée justement sur la personnalisation de la trame en attendant d'avoir le résultat de ce sondage. C'est vrai que c'est toujours une question qu'on peut se poser, hein, de à quel point est-ce qu'on pousse le curseur sur de la personnalisation ou de la standardisation. Et dans l'idéal, surtout si on est équipé d'un logiciel RH, déjà, il y a une partie du contenu qui, idéalement, est préalimenté, déjà, tout simplement, pour pouvoir s'adapter à chaque individu, à chaque collaborateur. Donc, sur des données administratives qui sont déjà connues par l'entreprise et pour éviter aux personnes de devoir renseigner de nouveau quelque chose qui est déjà connu par l'entreprise. Donc, déjà, il y a ce premier pan. Si on est équipé d'un logiciel, on a la capacité de personnaliser pas mal le contenu tout en ayant une trame commune. Ensuite, pour moi, il y a le contenu de l'entretien qui doit être adapté quand même aux spécificités des différents départements et notamment des différents postes, parce qu'on sait qu'on va avoir différentes compétences détenues et attendues en fonction de l'emploi qu'on occupe. Et pour ça, de la même manière, alors soit on met à disposition l'intégralité du référentiel de compétences et charge aux managers et aux collaborateurs d'aller piocher celles qui correspondent à leur mission, à leur poste, soit en étant équipé justement d'un logiciel, on va pouvoir garder une trame commune, mais qui va s'adapter en fonction de l'emploi du collaborateur et des compétences qui sont attendues sur cet emploi. Ouais, enfin, Alors, si tu mets les compétences à disposition des managers, il ne faut pas avoir un catalogue de 1000 compétences, quoi. c'est ça. Ou alors, il faut avoir une manière de rechercher dans ce catalogue qui est, dans cette bibliothèque, qui est assez simple, avec des catégories ou des dossiers, des sous-dossiers qui puissent aider le manager. Parce que c'est sûr qu'une liste plate avec l'ensemble des compétences, c'est pas, voilà, c'est pas simple d'utilisation. Et donc juste pour conclure sur ce sujet de à quel point est-ce qu'on doit personnaliser la trame, je pense que c'est important de s'assurer qu'on personnalise le contenu de la discussion et notamment la partie compétences. Mais je conseillerais quand même de garder une trame qui soit quand même la plus commune possible pour faciliter l'exploitation des données par la suite et puis pour aussi l'évolutivité de cette trame. Si on doit la faire évoluer l'année prochaine en changeant une petite question, si on doit répliquer ces changements sur X trame, voilà, ça pose aussi une question de maintenance, quoi. Alors, concernant la perception des managers, c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à bien Ouais, je pire. m'attendais à pire aussi. Maintenant, la perception des salariés, selon vous, si vous pouvez répondre, est-ce qu'ils perçoivent bien les entretiens qui sont proposés actuellement? Non, mais c'est Noël bientôt, tout le monde est cool en ce moment. Tout le monde est dans un bon état d'esprit. Ah, c'est plus équilibré. Mm. C'est vrai que classiquement, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que les managers trouvent ce processus chronophage et très, voilà, très long et parfois même douloureux, vu qu'ils ont aussi une activité à côté à gérer et qu'il y a une masse d'entretiens d'un seul coup Bah, à faire. Mais Valérie nous dit à peu près ça. Elle nous dit que oui, parce que c'est pas fait au bon moment chez elle en mars. Et effectivement, en exact. mars, on est en pleine reprise d'activité, tout le monde est occupé. C'est vrai, c'est marrant pourquoi on fait pas ça en décembre ou en novembre. Après, alors tout dépend des calendriers internes à chaque entreprise, mais historiquement, ça s'est calé sur les objectifs des commerciaux. Ouais. Donc sur les années fiscales et de résultats. Donc sur une fin d'année voilà, qui est au 31 décembre, à laquelle on arrête l'ensemble des ventes, par exemple, eh ben, c'est à ce moment-là, en général, que va se produire l'évaluation de l'année. Et donc, traditionnellement, les entretiens annuels ont lieu à cette période-là. Après, aucune obligation de le faire à cette période. C'est juste que c'est vrai qu'on constate un certain nombre Ouais, t'as raison, d'entreprises ouais. qui ont C'est une vrai. masse d'entretien à ce moment-là. Bon, bah écoute, pareil, hein, kiff pour les salariés. Donc, Ouais, on a plutôt des gens qui ont l'air de faire l'exercice. tout à fait.
Comment on C'est communique après, ça va être Vas-y Sophie, je t'ai coupé. ah non, je voulais juste insister sur le fait que lorsqu'on va lancer cette campagne et qu'on va la préparer, c'est hyper important de d'expliquer les objectifs de cet exercice-là, aux collaborateurs. Parce que même s'il y a des échanges tout au long de l'année, il faut qu'ils comprennent que c'est vraiment le moment où on prend du recul, heu et où, heu et où on va, analyser un petit peu, rétrospectivement, l'année passée. Et ça, c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, dans notre quotidien, qu'on fait, un point régulier certes, mais pour parler, du problème du moment, Mmh. de ce qui vient de se passer la veille et cetera, on n'a pas cette capacité à prendre du recul. Alors que là, c'est vraiment un moment favorable à la prise de recul pour se féliciter, des choses qui ont bien fonctionné, parler de ce qui a moins bien fonctionné et essayer d'en comprendre les raisons, et puis de mettre en œuvre, la suite. Et puis même peut-être, enfin, pour le collaborateur, c'est le moment d'officialiser, et de partager ses aspirations, parce que c'est vrai que sur un coin de table comme ça, entre deux journées, c'est pas forcément, le moment idéal. Voilà, je voulais juste insister là-dessus. Sur la partie communication, promotion, comment on peut convaincre les collaborateurs de l'importance, de cet entretien? Alors déjà, je pense qu'au-delà de les convaincre, souvent, ils sont déjà auto-convaincus lorsqu'il y a, une corrélation entre l'atteinte des objectifs, la performance d'un point de vue général et la rétribution qu'il y a derrière. On a Ouais. beaucoup d'organisations qui, font cette liaison-là entre le niveau de performance et la rétribution qui va suivre, soit sur de la part variable, soit, sur, la possibilité d'avoir une augmentation ou pas. Donc déjà, de base, il y a cet enjeu-là que beaucoup de collaborateurs ont en tête au moment de l'entretien annuel, ce qui en fait un moment quand même d'attente et de tension aussi, hein, parce qu'il va se décider des choses, pas forcément pendant l'entretien, mais a posteriori de cet Ouais. entretien, qui auront de l'impact pour le collaborateur. Donc des fois, on n'a même pas forcément besoin de les convaincre de l'importance, mais de leur expliquer, en effet, comme je disais, l'objectif qu'il y a derrière le processus. Voilà, c'est leur dire que ce ne sera pas lettre morte aussi, que s'en suivront des actions, par derrière. Et selon toi, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes à éviter dans le process? Alors ça, on en a expérimenté aussi avec certains clients. Donc déjà, je sais, bah, c'est Virginie, pardon, qui en parlait, la période. Le moment où va avoir lieu cet entretien, il faut qu'il soit OK pour les managers principalement, puisque c'est eux qui vont y consacrer, un énorme temps, en fait. Ouais. Donc le planning de campagne, lorsqu'il est défini avec une date de début, une date de fin, il faut qu'il soit, imaginé à une période, à laquelle les managers auront ce temps «libre» entre guillemets à consacrer à cet exercice pour, X de leurs collaborateurs. Pareil, un planning de campagne qui serait trop serré sur un manager qui a une très grande équipe, je ne sais pas, entre 4 et 10 personnes, le temps de préparer l'entretien, de le réaliser, de le retranscrire au sein d'un contenu, de formulaire, ça prend du temps tout ça. Donc Ouais. si la campagne est trop serrée, et a lieu sur un mois strict, et ben, en fait, on va mettre, en tension nos managers et ça va pas être positif, pour nous côté RH. Donc voilà, il faut garder en tête que c'est une activité très chronophage pour les managers et le planning est déjà un vrai, vrai sujet. Alors tout à Ensuite, l'heure, il y a, je te ouais. coupe, il une question. Tout à l'heure, tu disais, à l'origine, on l'a fait pour les commerciaux. Et là, Véronique dit 20% des salariés ont un variable sur objectif. Et les 80% restants, finalement, comment tu les convaincs de l'intérêt de l'entretien, puisque finalement, ça ne va pas changer leur REM, ça, ils n'ont pas d'objectif supplémentaire soumis à rémunération. Alors, il y a aussi, alors, dans les organisations, en tout cas, qui mettent en place des entretiens annuels, on a majoritairement des objectifs qui sont fixés en début d'année, enfin, qui sont fixés à un moment dans l'année et qui ont vocation à être évalués aussi. Il y a toute une recherche aussi aujourd'hui, de l'engagement collaborateur et pour être engagé, un collaborateur, lorsqu'il arrive le matin au bureau, ou au bureau ou pas d'ailleurs, ou ailleurs, il doit, savoir pourquoi il est là, à quoi il sert, quelle est sa mission
et pas quelle est sa mission, quelle est la mission de l'entreprise, parce que ça, c'est important à savoir, certes, mais quelles sont ses missions à lui pour lesquelles il va travailler pendant l'année à venir. Donc, ce moment de rétrospective, il est aussi pour se rappeler de l'objectif, les objectifs qu'on s'était fixés et de voir aussi comment s'est déroulée l'année. D'améliorer les choses qui ne sont pas confortables pour le collaborateur. Alors, les conseils qu'on donne aussi, c'est de ne pas attendre l'entretien annuel quand il y a des blocages, bien sûr, mais c'est un moment où on va formaliser les choses. Moi, j'aime beaucoup dire que l'entretien annuel, c'est tout sauf un exercice de spontanéité. C'est quelque chose qui se prépare tellement, et auquel on accorde, une telle importance qu'on on va le préparer et avoir cet échange de manière formelle, même si tout au long de l'année, on a des échanges beaucoup plus informels et beaucoup plus, opérationnels avec, notre manager. Donc c'est aussi, lui rappeler que, bah, voilà, on travaille, c'est le au travail, c'est là où on passe la plupart de notre temps, de nos journées. Donc autant que ça se passe dans les meilleures conditions, qu'on soit aligné avec les missions que l'on a et qu'on ait à disposition les outils pour faire notre travail tout simplement. Et déjà rien que ça, c'est positif. Il y a Elisabeth qui dit comment faire quand la perception d'investissement du collaborateur sur un projet difficile et du manager est différente avec impact sur la rémunération. Moi, j'aurais tout de suite envie de dire, bah, déjà, parlez-vous. Et c'est là que le rôle du RH intervient pour faire une médiation, en fait. Ouais. Après, je me dis souvent lorsqu'il y a des perceptions différentes sur, un événement ou sur un succès ou un échec ou des choses qui se passent moins bien, c'est peut-être que les choses de base ne sont pas assez claires. Ouais. Et pour ça, on a une méthodologie qui s'appelle Objective and Key Results, qui permet lorsqu'on va mener un projet, avoir un objectif qui est notre grande ambition, mener à terme, le projet d'implémentation de notre SIRH. Voilà, c'est quand même assez vague ça. Et ensuite, d'avoir des étapes clés, à l'intérieur de cet objectif qui soient extrêmement factuelles et qui soient, alors on en entend partout parler, mais qui soient smart, et qui permettent donc de n'avoir aucun doute sur ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à accomplir, sous quel délai, quels sont les moyens qui me sont mis à disposition. Une fois que tout ça, c'est extrêmement clair, avoir une perception différente, c'est assez compliqué, puisqu'on est sur des choses, normalement, qui sont censées être très factuelles. Donc moi, je conseillerais, sur ce type de situation, de rétro-ingénierer un petit peu et de se poser la question, est-ce que les étapes et les objectifs de cette personne étaient clairement définis, au début? Il y a Raphaël qui parle de la périodicité, donc qui dit quid de faire des entretiens de manière trimestrielle pour affiner les missions. C'est vrai que nous, on a fait une étude en début d'année sur ces entretiens où les RH nous disaient, je crois que c'était à 80% quasiment, qu'ils n'étaient plus alignés avec la périodicité des entretiens annuels et qu'ils envisageaient soit de les faire de manière, majoritairement de manière semestrielle, voire trimestrielle. Est-ce que ça, c'est une tendance que tu constates? Complètement. Je parlais voilà, que les moments clés entre un collaborateur et un manager, alors on a historiquement cet entretien annuel, mais on conseille énormément d'avoir des échanges beaucoup plus réguliers, idéalement toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois, pour s'assurer qu'il y a pas de blocage, qu'on est toujours en phase avec nos objectifs et notamment parce que les organisations, elles évoluent tellement vite aujourd'hui que l'objectif qu'on fixe en tout début d'année, bah, souvent, il a le temps d'évoluer 10 fois, avant la fin de l'année. Donc avoir ces moments de manière beaucoup plus rapprochée, où on se pose des questions de: «Est-ce qu'on est toujours en phase avec ces objectifs? Est-ce que c'est toujours bien ça la target au final? Et puis comment on ajuste si c'est pas le cas?» En fait, de se voir plus régulièrement, ça dérisque beaucoup, les projets et les différents objectifs, des collaborateurs. Je suis d'accord. Je pense que le rythme biannuel est déjà assez intéressant à mettre en place. Et après, si c'est au trimestre,
il n'y a pas d'obligation à faire l'entretien de façon complète. Vous pouvez aussi Tout à fait, décorréler des parties c'est euh, ça. dans le temps. On peut se concentrer sur les objectifs uniquement, hein, puisque c'est ça qui varie le plus. Ouais, L'évaluation des compétences, voilà, de la faire, 10 fois par an, j'y vois pas trop une ça n'a pas utilité. trop d'intérêt. Il y a des choses qui ont leur place pour avoir lieu, annuellement et d'autres qui, en effet, voilà, sont des sujets qu'on va creuser beaucoup plus régulièrement et donc ces échanges, ils peuvent ne pas durer, 1 heure ou 1 h 30 chaque trimestre, mais plutôt, 30-40 minutes pour se repositionner et être sûr qu'on va toujours bien dans la même direction, quoi. Alors, on va en venir aux outils et aux différents canaux pour sensibiliser. On avait parlé en préparation de la mise à disposition de guides pratiques, de formation pour les managers, puisque on ne peut pas demander à un manager, lui dire, bah, tiens, tu as une équipe, débrouille-toi, il y a un formulaire. Il faut quand même un minimum d'accompagnement. Ouais, tout à fait. Euh, c'est quoi la démarche, en fait, pour adresser les managers, sachant que le RH doit jouer son rôle de facilitateur? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, moi, il y a un conseil qu'on donne beaucoup, c'est, déjà tester votre trame auprès d'utilisateurs clés que vous avez en entreprise, des collaborateurs, des managers que vous avez identifiés comme étant des personnes qui, vous font du feedback constructif et déjà, fournissez-leur la trame en amont du lancement de la campagne, juste pour avoir leur retour et pour améliorer le contenu. Déjà, bon, c'est une manière, je trouve, d'engager, les personnes et puis surtout de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas face à des collaborateurs ou des managers insatisfaits du contenu, au lancement de la campagne, au moment où on ne peut plus, rien y modifier. Mais donc pour tout ce qui est, canaux, outils, pour sensibiliser, et accompagner, les managers et collaborateurs, déjà, très important, il faut pouvoir donner des règles du jeu claires. Donc, expliquer les objectifs de l'exercice, les dates clés. Déjà, je pense que c'est la base. Si les dates sont un peu floues et qu'on dit: «Non, mais ça, c'est la date, la date de fin, mais bon, on pourra la repousser de 3-4 semaines si besoin, ou peut-être de quelques mois. Bon, voilà. Il faut que les choses soient claires déjà de base, que les règles du jeu soient claires. Ensuite, d'avoir des bonnes pratiques qui soient communiquées à tous, d'expliquer voilà comment je me prépare à cet exercice-là, combien de temps ça doit durer normalement à peu près, hein, et dans quel cadre ça doit être réalisé. Je sais qu'il y a pas mal de RH qui font des guides dans lesquels ils disent, bah, voilà, c'est conseillé de se mettre dans un endroit calme, Mm. où personne ne vous entendra parce qu'en fait vous allez parler de sujets sensibles aussi. Donc que vous soyez dans un environnement qui facilite l'échange et la transparence. Donc d'avoir tout un tas de bonnes pratiques comme ça, pour, aider les collaborateurs et les managers qui ne seraient pas très à l'aise avec cet exercice-là. Et puis le manager, c'est quand même lui qui est en lead dans cette démarche-là. Donc pour moi, il doit être encore plus accompagné sur la posture qu'il doit avoir, le fait qu'il doit être très à l'écoute, mais enfin, qu'il doit laisser parler le collaborateur, qu'il ne doit pas imposer, tout son discours, et donc pour moi, il y a peut-être, une formation manager en plus à y ajouter, voilà, pour accompagner au mieux. Et puis, je vois que le temps avance. Mmh. Évidemment, sans outils, c'est compliqué. Ouais. Ouais, tout Donc, à fait. Tout à fait, tout à fait. Après, je disais tout à l'heure, il y a des choses que l'outil va faciliter, c'est-à-dire, ne pas demander aux personnes de renseigner des choses redondantes que l'entreprise connaît déjà. Bon, ça c'est la base. Bon après, voilà, si on a à retranscrire des choses, déjà connues, bon, c'est pas très grave. Mais c'est surtout que en fait, l'outil va énormément faciliter la complétion. En fait, on parle d'expérience utilisateur sur beaucoup de sujets aujourd'hui et en fait, dans le service que les RH vont rendre aux collaborateurs et managers dans ce jeu-là des entretiens annuels, c'est aussi un support qui soit agréable à préparer, à renseigner et qui nous, facilite la discussion. tu peux nous montrer Alors l'outil? ah bah, alors avec plaisir, Quelques minutes, hein, pas une démo complète, mais bien pour sûr, que bien les sûr. les gens se projettent un peu. Il nous reste 6-7 Bien minutes. sûr, Donc, ouais. Bah, écoutez, je vais vous faire, une mini démonstration, de quelques fonctionnalités. Donc je parlais de en quoi l'outil va pouvoir, nous aider, hop, je veux je veux bien que tu me dises quand on voit là, c'est bon, ça arrive. Voilà.
Je sais pas, c'est OK, super. l'introduction, c'est ça? Ouais. Ouais, hop. Donc oui, je vous propose une toute petite démonstration sur bah, les derniers outils, en tout cas que chez Cégide, on a mis en place pour faciliter cet exercice-là qui est pas toujours évident et qu'on a accompagné bah, d'intelligence artificielle. On est assez fiers de mettre les premières fonctionnalités d'intelligence artificielle dans les mains de l'ensemble des collaborateurs et des managers de toutes les entreprises qu'on accompagne. Donc, ces fonctionnalités, elles apparaissent sur l'ensemble des champs textuels qui vont être transcrits dans un entretien et elles vont nous permettre, dans un premier temps, grâce au guide, par exemple, de pouvoir orienter la discussion. C'est-à-dire qu'on a un champ là qui s'appelle fait marquant sur la période écoulée. Et ben en fait, en tant que manager, moi, j'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin de faire on appelle ça de la questiologie, de voir en fait au lieu de dire bah, juste dis-moi quels sont les faits marquants de ta période écoulée, ben, de poser tout un tas de questions pour générer de la discussion, de l'échange. Donc là déjà, on a quelques questions qui nous sont proposées et qui sont inspirées de différents éléments de contexte de notre formulaire. Et puis ensuite, pour assurer la transparence de la retranscription des échanges, on va avoir la possibilité de lancer de la transcription qui va donc prendre ma parole et qui va la retranscrire en texte. Et je vais pouvoir vous donner un petit exemple là. Alors franchement, super année dans l'ensemble. Il y a eu pas mal d'événements internes qui m'ont plu, mais ce que j'ai vraiment adoré, c'est participer au webinaire sur les entretiens annuels. C'était un moment marquant pour moi, que ce soit sur l'organisation ou le live, je me suis sentie plutôt à l'aise, quoi. Merci Sophie. Voilà pour Voilà pour cette transcription qui, vous voyez, est hyper brute de décoffrage. Bon, ça retranscrit vraiment ce qu'on a dit à l'oral. Après, le contenu, c'est pas vraiment quelque chose qu'on veut garder tel quel dans un entretien. Donc, c'est bien d'avoir de la transparence, mais on propose désormais d'améliorer le contenu, d'en faire quelque chose d'un peu plus fluide, qui évite les redondances, qui améliore tout simplement ce qu'on a écrit. Et donc, on a quelques fonctionnalités d'aide à la rédaction qui vont bah, faciliter un contenu beaucoup plus clair et limpide qui va droit au but. Donc, je vais pouvoir ici améliorer le contenu avec l'IA qui va me faire une suggestion, une petite proposition que je vais pouvoir bah, relancer si elle ne me plaît pas ou bah, remplacer carrément le contenu textuel par cette proposition si elle me plaît bien. Cette aide à la rédaction, d'ailleurs, elle peut nous aider dans les échanges dans différentes langues. Lorsque le collaborateur et le manager ne parlent pas la même langue maternelle, des fois, on a du mal à retranscrire certaines subtilités de langage. Mais en fait, en écrivant dans notre langue maternelle et en demandant la traduction a posteriori, c'est quelque chose qui va bah, assurer un contenu fidèle. Et enfin, je fais vite parce que je crois qu'on est un peu pris par le temps, c'est l'analyse du contenu. Alors, on voit qu'il y a des petites alertes qui se sont affichées. Je peux vous montrer sur ce contenu-là où j'ai volontairement, dans les axes d'amélioration, parlé de Constant qui bâcle son travail tout le temps. Et donc, des petites alertes que l'IA va générer qui vont nous indiquer lorsque un contenu n'est pas approprié, qu'il soit non professionnel, qui donne lieu à des discriminations ou qui soit, voilà, qui suggère un ajustement du contenu. Et ça, du coup, c'est responsabiliser aussi les collaborateurs et managers dans le contenu qu'ils rédigent et qui va être tracé in fine. Voilà pour cette petite démonstration. Cool. Il y en a qui nous disaient, j'ai vu un commentaire, ouais, qui nous dit ça donne envie en commentaire. Donc. le dernier point qu'on va aborder en conclusion, c'est l'exploitation et la valorisation des données collectées. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait de ces données ? Ouais, tout à fait. Alors, souvent, l'entretien annuel, c'est le point de départ de pas mal d'autres processus. Je pense souvent à la formation puisque l'entretien annuel, c'est le moment où on va collecter des besoins de formation, qu'on va ensuite arbitrer, puis on va organiser les formations qui suivent. Donc,
il y a des processus métiers qui vont suivre de ces entretiens annuels. Donc, j'ai parlé de la formation, je pense aussi à la rémunération, on a pas mal Ouais, parlé ouais. jusque-là, sur de la performance notamment. On va aussi avoir certaines organisations qui mettent en place des revues de talent, un processus qui n'implique que les RH et les managers, qui exclut le collaborateur de la discussion pour le coup, et qui projette l'organisation dans l'avenir, en parlant de plan de succession, etc. Et en fait, tous ces processus-là, ils vont être souvent alimentés des données des entretiens annuels. Et donc c'est pour ça, hein, l'anticipation du contenu de cette trame, il est crucial si on veut pouvoir en faire quelque chose d'intéressant a posteriori. Donc on va pouvoir à la fois faire une collecte pour avoir toutes les synthèses d'entretien pour identifier le niveau de satisfaction générale. Si on a besoin d'avoir le niveau de performance globale des collaborateurs, il faut pouvoir avoir un champ qui va accueillir cette information-là. Et puis, on va pouvoir par la suite exploiter cette donnée pour en faire des analyses par département, par service, identifier les écarts et mettre en place voilà, des plans d'action, quoi. Top. Merci Sophie. En conclusion, tu peux peut-être juste nous resituer Cegid en termes de solutions aujourd'hui, de manière globale, comment vous accompagnez les entreprises? Ouais, avec grand plaisir. Je vais pour ça juste imager un tout petit peu avec, avec ce petit schéma qui représente notre nouvelle offre Cegid HR. Donc, Cegid a acquis de nombreux éditeurs RH. Je pense à Talentsoft, à Witifit, à Digital Recruiters. Ces dernières années, c'était une phase d'acquisition. Et puis, en fait, la création de cette nouvelle offre Cegid HR, c'est au final la recomposition de ces différents modules qui s'intègrent dans un écosystème commun. Donc, avec ces 4 grands modules, un premier élément qui est le Core HR, qui va centraliser l'ensemble des informations administratives clés des collaborateurs et des processus qui entraînent leur mise à jour. Donc, c'est des choses qui vont s'alimenter des candidats de recrutement. Et puis le Core HR va déverser l'ensemble des données intéressantes dans les briques métiers que sont le learning et la gestion des talents. La gestion des talents dont on a pas mal parlé là, avec l'engagement collaborateur, le suivi des échanges collaborateur-manager, la gestion de la performance, de la rétribution, etc. Et surtout les compétences qu'on met au cœur du talent management aujourd'hui. Donc voilà, c'est cette nouvelle offre qui est caractérisée par différents aspects qu'on a voulu réaffirmer ici, qui est la fluidité du parcours utilisateur, le fait d'avoir une expérience unifiée, la capacité d'intégration avec des systèmes tiers, et puis une recherche d'impact très fort avec pas mal d'initiatives qui font appel à de l'intelligence artificielle et qu'on est très fiers d'implémenter aujourd'hui. Voilà pour le Super. petit brief. Merci beaucoup Sophie. Merci pour ta participation. Merci à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau webinaire qui justement sera consacré à notre étude sur l'IA et les RH. Merci, je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Merci Christophe. Au revoir.